Les 3 jours de paroles et musique sur leur nouvelle scène, la Grande Prairie, c'était dans le désordre et avec ou sans images des artistes. Matt Bastard, le chanteur de Skip the Use, qui a presque ouvert la première soirée du vendredi. Ouverture rock, potard au max, un Matt Bastard aussi fort qu'engagé, qui a littéralement préparé le terrain de cette Grande Prairie très herbeuse, très poussière. Pour ses potes, des Chaka Ponk. Le public était là pour ça, du rock, du riff, de l'engagement. Ils ont fait la plus grosse soirée du festival. 7500 selon les observateurs. N'oublions pas qu'entre les deux groupes, rageurs et ravageurs de la soirée, il y avait les Big Flo et Oli qui se sont très joliment faufilés, apaisant les riffs hurlants de guitare avec des histoires de nous. Les gens votaient ne mangeaient que du caviar, mais pour l'instant je suis choqué. Je crois que je suis resté bloqué dans la vie. Saint-Étienne, on entend pas encore tout le monde. La vie normale, on n'entend rien jusqu'au fond. La vie normale, tout le monde. La vie Samedi, c'était famille. Après les musiques avec Pomme Louane et Vianney, un public très love, si j'en crois mes voisines de Crash Barrière, qui n'avaient Dieu que pour Vianney, justement un Vianney superbe, ciselé, même si elle semblait regretter qu'il ne soit pas tout seul sur scène à tourner en boucle. Dimanche, le très attendu Eddie de Préto a pris la scène et peut-être un bon mètre carré, pas plus, du Pratosian des Francopholies, l'associé du festival, un plateau qui accueillait d'abord Terre Noire, les Stéphanois de Terre Noire justement, largement secoués de faire leur premier concert à la maison sur un plateau géant à 2 pas du Chevalement, les 2 pieds dans la Terre Noire. Terre Noire que l'on retrouve cet été à Forestival. Dans l'après-midi, on s'est retrouvé sur Île de Foé, qui présentait au PAX son premier album, Brillant. Un festival qui annonçait 15 000 personnes par soir, un chiffre légèrement dépassé. Officiellement, on annonce 20 000 personnes pour les 3 soirs. Le public était venu pour voir leur artiste, Chaka Ponk, Jane ou Vianney ou Nekfeu. Tous ont été parfaits avec une très belle organisation de scène. Un public qui s'attardait à peine. L'heure des cendrillons passée, les plus fans que fans attendant la sortie des tourbus en petits groupes sur le coup de minuit 30-50. Bienvenue dans la maison du bonheur des Mangelles. C'est ici à Cognien que cette famille s'est lancée depuis maintenant 1 an dans le woofing. Elle accueille, nourrit et héberge des jeunes qui en échange travaillent dans la petite exploitation agricole. Et à l'heure du petit déjeuner, Adrien et Oriane, les woofers du moment, sont clairement dans leur élément. Je suis quelqu'un qui va se mettre très vite à l'aise. J'ai pas de complexe, je me sens pas forcément gêné. Alors des fois ça peut être un aspect positif mais aussi un aspect négatif parce que j'arrive avec mon entité entière et je peux m'imposer parfois. Et c'est vraiment une bonne expérience d'aller chez les gens et de pouvoir les aider au quotidien. Pour Anne-Catherine Mangel, le woofing a des airs de révélation. Depuis qu'elle accueille des woofers, elle se rend compte que certains sont devenus comme des membres à part entière de sa famille. C'est du bonheur au quotidien parce que vraiment ils nous apportent leur fraîcheur, leur nouveauté, leur caractère, leur trait de caractère. Donc c'est plein de petites anecdotes, plein de petites de discussions passionnantes ou de discussions même parfois plus intimes. Donc c'est chouette, c'est vraiment un échange humain qui est super, quoi. 30 minutes plus tard, nous retrouvons notre trio à Saint-Baldoff. C'est ici qu'Anne-Catherine a établi sa petite entreprise. Sur ce terrain d'1 hectare, elle cultive des légumes bio à venir cueillir soi-même. Et les petites mains des woofers ne sont pas de trop pour effectuer le travail quotidien. Ça nous permet d'avancer, quoi. On avance plus vite, forcément. On ne fait pas non plus des choses qui sont d'une complexité extrême. Moi, j'aime bien prendre le temps de leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Et il n'y a pas de souci, ça fonctionne. C'est dans l'immense majorité des cas, des gens qui comprennent très vite ce qu'il faut faire, qui ne font pas 10 fois des boulettes avant de comprendre qu'il ne faut pas faire comme ça. Et du coup, ça se passe très bien. Grande voyageuse originaire de Roanne, Oriane a elle aussi tenté le pari du woofing après une expérience réussie en Asie. Ça fait du bien d'être un peu dehors, c'est agréable de passer les journées dehors en vrai. Et j'apprends aussi pas mal au niveau de la terre, de l'agriculture qui m'intéresse. Enfin,
Les côtés alternatifs aujourd'hui m'intéressent parce que le monde change. Et donc ouais, c'est plutôt agréable comme bureau. Dans l'Hexagone, plus de 1700 autres recensés par l'association WOOF France proposent ce type d'hébergement à travers le pays. Vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire si cette expérience unique vous intéresse. Il faut régler ça parce que ce vide il est un peu morne. Je prétends pas que c'est la solution définitive, mais ce que je dis c'est que voilà, cette proportion 2 tiers, 1 tiers, on la connaît bien dans l'histoire de la peinture, elle marche à tous les coups. C'est pas au poil de grenouille, ça peut être là, mais... Une autre façon de faire du tourisme en Auvergne cette semaine. À Riom, le centre-ville était parcouru par des visiteurs, le crayon à la main. Une manière originale de découvrir le centre historique de la ville et ses riches trésors architecturaux, comme la Sainte-Chapelle, classée monument historique et achevée en 1403. Une visite atelier donc qui dure 2 jours. 2 jours pour croquer la ville et la représenter ensuite sur un support bien auvergnat, la pierre volcanique. Une dizaine de personnes venues de toute l'Auvergne prennent donc plaisir à schématiser, dessiner la ville sur le thème « Comme un arbre dans la ville ». Une opération renouvelée depuis le succès de la première édition l'an dernier. On avait fait l'architecture l'an dernier, cette année c'était la végétation avec l'architecture. Donc un peu plus difficile pour moi, c'est pour ça que cette année je me suis réinscrite. La difficulté c'est de prendre, de croquer les arbres. C'est pas évident. Quand on les voit, c'est plus facile de les regarder à l'œil ou en photo, mais de les croquer sur un dessin, c'est autrement plus difficile. Voilà. Aidé de Jean-Paul Dupuis, plasticien et historien de l'art, chacun travaille à son rythme et avec son style pour créer une œuvre d'art qui immortalise le lien entre l'architecture et la nature sur une plaque de pierre volcanique. J'essaie d'apporter une petite pierre plus théorique. On essaie d'oublier un petit peu ce qu'on a eu sous les yeux pour ne voir que l'aspect purement plastique. Le plein, le vide, la composition, les gammes colorées, des choses comme ça. Puisque là, on va utiliser une technique de peinture sur lavé émaillé qui est une technique, j'allais dire, un peu classique et de base. La technique sur lavé émaillé, elle peut être très complexe et multiple, mais là, les gens sont débutants et n'en ont pas, pour certains, même jamais fait. Donc, on part sur des couleurs vraiment en aplat. Donc, ça demande une gestion du dessin que l'on doit adapter à cette technique. Et c'est-à-dire que les gens savent très bien qu'ils ne vont pas pouvoir multiplier les détails, représenter toutes les fleurs du parterre de la Sainte-Chapelle. Il va falloir être synthétique. Souvent, je prends l'exemple de certains aspects de Paul Klee ou de Paul Gauguin, voilà, une couleur synthétique et un peu symboliste comme ça. Cette opération fait partie d'un vaste programme mis en place par la communauté d'agglomération et le ministère de la Culture, suite au label Ville d'art et d'histoire que Riom a obtenu en 2005. Des activités sont proposées toute l'année ainsi que de nombreuses manifestations ou expositions. Une manière très enrichissante de découvrir la ville. Il s'agit d'un jardinier satiné. C'est une taxidermie qui date d'environ 1850. C'est l'une des plus anciennes pièces de la collection Bonnetin. L'une parmi près de 6000 pièces, 2300 espèces au total, collectées durant plus d'un demi-siècle par un passionné, Hubert Bonnetin. Ce médecin qui a exercé toute sa vie à Lyon vient d'en faire don au musée des Confluences, un don considéré comme exceptionnel. Elle est très importante d'abord par le nombre de spécimens qui est assez colossal, par la qualité. Ce sont vraiment des taxidermies qui sont dans un état vraiment remarquable. On a un certain nombre de pièces historiques qui viennent d'anciennes collections célèbres du 19e siècle. Et puis surtout, c'est une collection qui, du point de vue de la légalité, est absolument irréprochable. Mais malgré tout, pour pouvoir faire leur entrée dans les réserves du musée, ces volatiles doivent auparavant passer un certain nombre de contrôles. On les passe environ 2 semaines dans la chambre froide, aux alentours de moins 30. Et ensuite, on les met 2 semaines en quarantaine. Cette période va permettre éventuellement de faire éclore les œufs qui resteraient, qui n'auraient pas été détruits par le froid. Et à ce moment-là, on va faire un deuxième passage de 15 jours au froid, pour être sûr d'éliminer absolument tous les insectes. Et seulement après ce traitement-là, on pourra faire rentrer les objets en réserve. En ce qui concerne une future exposition, ce ne sera pas pour tout de suite. Seul un quart de la collection a pour l'heure été transféré et inventorié.
Après les AOP et les AOC, c'est au tour de la marque Isir de faire son entrée sur le marché. Isir, c'est ce petit logo, un gage de qualité et de proximité. La marque doit renforcer le lien entre producteurs et consommateurs isérois, entre le terroir et l'assiette. Les marques territoriales sont essentielles pour faire connaître le département, pour faire connaître les produits du département. Cette marque consiste simplement à apporter la garantie aux consommateurs que les produits sont issus de l'agriculture iséroise, que c'est une agriculture de qualité, que les produits qui ont ce logo assurent la juste rémunération de l'agriculteur. Pâté, fromage, bière, ravioles, Isir, c'est aujourd'hui plus de 20 producteurs et 120 produits agréés. Les magasins, artisans ou industriels qui soutiennent la marque soutiennent l'agriculture locale. On travaille déjà depuis plus de 10 ans avec les producteurs locaux. Aujourd'hui, c'était la continuité logique pour nous de soutenir aussi le département et le pôle agroalimentaire sur cette démarche. Nous espérons que les clients vont pouvoir s'identifier et acheter ces produits pour mieux manger tout simplement. Manger local, manger Isir, c'est suivre un cahier des charges strict. Pour les agriculteurs, l'évolution technologique facilite la gestion des cultures et son impact sur l'environnement. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de voir que notre production de blé tendre est travaillée localement par notre meunier et par des artisans boulangers locaux. Et ça nous fait également extrêmement plaisir que nos produits soient consommés localement. La marque représente aussi une validation des efforts effectués par les commerçants. C'est une reconnaissance et puis je pense que ça peut aider les consommateurs à identifier mes produits comme étant des produits locaux. C'est fabriqué en Isère, on a envie de montrer qu'il y a des bons produits dans notre région qui sont là. Et puis c'est aussi de nous faire connaître d'une autre façon que par les réseaux qu'on avait déjà. La marque Isir est encadrée par l'INAO, l'Institut national qui valide les signes d'identification de l'origine et de la qualité.